Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du Money Time, cette deuxième émission après la rentrée. On va aujourd'hui parler de la Ligue 1 et plus particulièrement du mercato estival qui s'est terminé il y a de cela quelques semaines, mais on continue à avoir des joueurs qui arrivent libres dans les clubs. Pour parler de la Ligue 1, aujourd'hui nous avons Louis. Salut Louis. Salut Corentin, salut à vous deux. On a Axel, salut Axel. Salut Corentin, salut vous deux. Et on a Val, salut Val. Salut, très content de fêter ma première titularisation là, pour cette nouvelle saison. Exactement. Et à la régie, on a Mathis. Salut Mathis. Sans plus tarder, on va tout de suite commencer par la plus belle recrue du mercato estival. Selon vous, vous allez me dire chacun à votre tour qui vous a le plus hypé dans ce mercato. Je vais commencer avec toi Louis. T'as fait un petit peu le hipster, j'ai envie de dire, parce que t'as été chercher une petite pépite qui est un petit peu, on peut le dire, inconnue du grand public. Ouais, je suis allé faire un peu mon Scipion, si je puis faire une petite private joke. Mais non, je suis allé chercher Sébastien Nanasi, j'espère que je le prononce bien, le Suédois qui vient de Malmö et qui est arrivé à Strasbourg pour 11 millions d'euros. C'est ça. Alors, de base, cet été, il a été d'abord envoyé du côté de Saint-Étienne, mais finalement, il est arrivé du côté de l'Alsace avec le projet de Strasbourg et le projet de Bluco. Et moi, j'adore ce joueur. J'adore aussi l'équipe de Malmö. Il vient de l'école, j'ai envie de dire, Rydström, le coach danois, suédois, merci. Et il a vraiment cette capacité à créer du danger avec la balle n'importe quand et surtout il bouge tout le temps. À chaque fois qu'il fait une passe, il va tout de suite redemander. Il n'est pas fixe dans son jeu. Beaucoup d'appels, beaucoup de courses, une grande intelligence tactique et on le voit déjà, il a marqué 2 buts déjà cette saison. Donc, et puis il a fêté ses premières sélections il n'y a pas longtemps. Donc moi je vois un joueur pétri de talent qui va sans doute faire peut-être une saison en double-double. Je le vois très bien aller dans cette ligne-là. Et en tout cas, Strasbourg a fait un super coup. Pour même le projet de Strasbourg, très intéressant à observer pour cette saison. Ça peut être que du bon, et puis il a très très bien démarré. C'est vrai qu'ils ont rappelé aussi pas mal d'anciennes Ligue 1 qui sont revenus à Strasbourg. Juste pour rappel, il a signé pour 5 ans, 5 années, c'est quand même assez énorme. Bon, aujourd'hui dans le football, ça paraît logique, mais c'est assez énorme pour un joueur dont on ne connaît pas vraiment ses qualités, en tout cas dans le football, dans le top 5 européen. Pour Nanasi, voilà, 5 ans de contrat. On rappelle qu'il est juste champion de Suède, s'il vous plaît, en 2021 avec Malmö, et vainqueur récemment de la Coupe de Suède en 2023-2024. Donc en Suède, il a fait sa place, on va dire, Louis, et là, il va falloir qu'il la fasse en Ligue 1. Complètement, c'était la grosse pépite de Suède. Tout le monde avait les yeux rivés sur lui et sur le jeu qu'il proposait, parce que avec Christiansen, aussi un milieu de Malmö, c'était vraiment les deux figures de proue de la tactique de Rydström, qui est le relationnisme, où il y a vraiment une liberté créatrice, et lui, il est, comme je le dis, très libre dans ses mouvements, grande intelligence, il sait où se placer, il sait faire les courses, toujours des 1-2, donc ça veut dire qu'il va se reproposer derrière. Non, moi j'adore ce joueur, donc je pouvais pas ne pas le soumettre. Puis surtout évoluant à côté de Christiansen, qui est quand même implanté dans le championnat suédois depuis quelques années. Il avait déjà reçu en plus la distinction de meilleur joueur du championnat. Là, carrément, ça peut que profiter à sa bonne progression en plus. Et concrètement, c'est un joueur qui pour toi va s'installer dans la durée avec Strasbourg. On sait qu'il a eu un contrat de 5 ans, mais est-ce que tu penses qu'il a des capacités pour aller chercher plus haut que Strasbourg? Complètement. Moi, je le vois dans un gros club européen et j'espère qu'il va y aller, mais j'espère qu'il va surtout ne pas griller les étapes. Ouais, c'est plus un tremplin, on va dire, Strasbourg. Voilà, c'est ça. J'espère qu'il va pas aller à Chelsea direct la saison juste après. C'est un peu ma frayeur. Logiquement, il devrait peut-être rester à Strasbourg. Après, donc, il y a le partenariat aussi. Il y a le partenariat, c'est ça. Des trajectoires à la Savio, ça peut carrément prendre. Savio qui est parti donc de Troyes, qui a fait Girone, dans le City Group. Donc après, on lui espère peut-être la même réussite. J'espère aussi. Surtout à Girone. Ouais. Axel, on va passer au tien. Ta recrue qui t'a marqué dans ce mercato. C'est un petit milieu sénégalais de 20 ans. C'est ça, moi je vais vous parler de Lamine Camara, donc arrivé en provenance de Metz à Monaco. Honnêtement, j'adore ce joueur parce que déjà, il est très jeune et à cet âge-là, il arrive à faire preuve quand même d'une maturité qui est exemplaire. Il est quasiment titulaire indiscutable avec Monaco sous les ordres de Ada Hutter, donc c'est qu'il lui fait une bonne confiance. Ouais. Je crois qu'il est arrivé pour à peu près plus de 10 millions d'euros, 15 millions d'euros pour un contrat de 5 ans aussi. Donc c'est quand même, ils ont quand même mis un sacré paquet pour un joueur de 19 ans.
Et puis honnêtement dans son style de jeu, en fait il est tout fin et il est très athlétique et pourtant il est très physique aussi. Il a une grosse puissance de frappe. Il a une grosse puissance de frappe et en fait il est aux côtés de Zakaria et donc ça fait vraiment une bonne doublette dans ce milieu-là. Puis moi je trouve qu'il peut, en tout cas en l'ayant vu, en l'ayant vu et en ayant un petit peu commenté le match OL Monaco, je l'ai vu et je sais qu'il peut jouer MDC, MC et qu'il peut parfois jouer MOC aussi. Et donc ça c'est quand même une polyvalence qui n'est pas négligée quand même. Pour le coup c'est un vrai relayeur, c'est un vrai milieu complet dans ce milieu de Monaco. Et puis juste je voulais rebondir sur ses statistiques, mais c'est un joueur, comme tu l'as dit, déjà connu en Ligue 1, à Metz notamment, où il a fait 49 matchs. Bon là j'ai cumulé avec Monaco aussi ses premiers matchs, dont 6 buts et 7 passes D. Donc voilà, il a cette polyvalence aussi comme milieu de terrain. Et puis il a gagné la CAN Junior en 2023 avec le Sénégal. Donc on sait à quoi s'attendre en fait avec Lamine Camara. Ah ouais, bien sûr. Et puis je pense que là, ça va peut-être pas être comme Strasbourg et Nancy où ça va être plus être un tremplin. Forcément, Monaco, c'est pas non plus une équipe comme Paris qui peut garder ses joueurs tout au long des... C'est l'équipe de Champions League. Bien sûr. C'est un grand pas quand même. Bien sûr, mais voilà, on se souvient de Monaco 2017, 2018 où un peu tous les joueurs sont partis. Et je pense que lui, il peut vraiment s'inscrire dans cette base-là de joueurs qui peuvent exploser sur le long terme. Et surtout qu'il a le champ libre. Fofana vient de partir à Milan. Oui, en plus de ça, ouais, voilà, capitaine, ça laisse un grand vide. Et puis Camara. Oui, Camara, justement, le Malien. C'est le remplaçant pour vous parfait de Youssouf Fofana. Ouais, clairement. Honnêtement, il a quand même d'un cadre de Ligue 1. Je pense qu'il a même un plafond plus haut que Fofana. Donc à voir ce qu'il va donner. Il a cette polyvalence-là que n'a peut-être pas Youssouf. On l'a vu en Ligue des Champions. Et puis même depuis quelques années, ça commence à stagner. Maintenant, très impatient de voir ce que va donner Lamine sur une saison complète dans un club qui joue l'Europe. Louis, t'es de cet avis ? Moi, si je peux faire un parallèle, je suis vraiment d'accord avec toi, mais il a vraiment ce côté box-to-box que la Ligue 1 sait faire, comme Jean Ekner Bellegarde, Carlos Baleba. Ils sont vraiment des joueurs qui savent porter le ballon, faire des dribbles, être bons défensivement, offensivement. Il est super complet et je suis vraiment d'accord avec Axel, c'est un super joueur. C'est un profil qui peut aller en première ligue, qui est première ligue compatible. Et puis il a la tête sur les épaules. Dans le futur. Il a que 20 ans, mais bon. C'est un très bon garçon en tout cas, et puis franchement, je suis vraiment content de l'avoir dans le championnat. On va passer au Valentin. J'ai fait ça. Pareil, une petite pépite, j'ai envie de dire inattendue, parce que pour s'imposer au PSG à seulement 19 ans en venant de Benfica, bon, c'est déjà arrivé par le passé, mais d'entrée de jeu, c'est quand même très fort, Johan Neves. Avec cette introduction, même s'il n'est pas vraiment sous-estimé, il sort d'une excellente saison avec les Benfiquistas. Maintenant, là, il arrive dans un milieu, il y a tout à faire. C'était quand même un point à améliorer dans l'effectif parisien. Le départ d'Ougarté notamment a aidé. Exactement. Et maintenant, il va s'implanter aux côtés de Warren, aux côtés de Vitinha, qui est quand même... Bon, les trois sont quand même petite taille, jeunes, très jeunes, et frêles. J'ai pas envie de dire frêles parce que peut-être Warren... Voilà, mais... Ouais. Joao et Vitinha sont peut-être de même corpulence, similitude, mais en vrai, ils ont peut-être deux registres complètement différents sur le terrain. Et honnêtement, pour 70 millions, avoir un joueur à cet âge-là, avec un plafond aussi haut, c'était quand même assez inattendu. Et puis moi, je suis complètement séduit par son entrée cette saison. 6 matchs, 4 passes D pour ses débuts à Paris, c'est quand même extraordinaire. Juste, je voulais revenir avec toi sur sa valeur. Moi, ça me surprend quand même un petit peu. Même si on est dans le football moderne et qu'aujourd'hui, on paye 70 millions à un jeune qui n'a rien prouvé, quand même, 60 plus 10, donc on va dire 70 millions pour un joueur qui certes a fait une très bonne saison Benfica, mais qui n'a que 19 ans et qui a, en tout cas en Coupe d'Europe, rien prouvé. Je veux dire, dans le top niveau, il n'a rien prouvé. C'est quand même un pari très risqué. Il y a 2 ans, il y a un mec qui est parti pour 2 fois plus, tu vois, à Chelsea. Donc maintenant, aujourd'hui, c'est les prix du marché. 60 millions, c'est un investissement. Je trouve que l'investissement est quand même relativement... C'est pas une folie à plus de 100 millions comme on aurait pu le connaître du côté de Paris. On s'est discuté de Gvara, d'Osimhen, le chéquier pouvait être sorti. Et surtout, j'ai pas vu vraiment beaucoup de clubs, de grands clubs européens prendre ce sujet. Il était suivi, mais prendre ce sujet au sérieux, et Paris s'est peut-être engouffré dans la faille au bon moment. Mais c'est sûr que c'est un pari risqué, mais pour le moment, il est concluant cette saison et on va peut-être le voir ce soir
nous émerveiller un peu plus. En Ligue des Champions, effectivement. Et comme tu disais aussi, ça rentre aussi dans la politique il n'y a plus de stars au PSG. Là, ça rentre dans cette politique-là. On va chercher des jeunes pépites à l'étranger, on les fait venir à Paris, on les développe. Voulu par le coach, par Nasser, etc. Bref, c'est différent. C'est un PSG différent qu'on a cette année. On en parlera un peu plus tard dans l'émission. Mais avant ça, on va parler du plus grand rival historique du Paris Saint-Germain, avec Nice évidemment, l'Olympique de Marseille, qui a effectué un mercato, on peut dire le mercato de cet été, en Ligue 1 en tout cas, avec 13 arrivées, 83,5 millions de dépensés. C'est pas forcément énorme pour 13 arrivées, mais pourtant il y a des joueurs libres, en prêt, des joueurs qui sont achetés pour des petits prix au vu de leur niveau. On va parler concrètement. Adrien Rabiot est le dernier arrivé, libre de tout contrat. On parle quand même d'un cadre au milieu de terrain. Enfin, je veux dire, quand il est parti du PSG, c'était déjà un monstre, et à la Juve encore plus. Il arrive libre de tout contrat à l'OM. On va en parler évidemment parce que ça fait débat, un Parisien qui arrive à l'OM. Neil Maupay en prêt, extraordinaire. Neil Maupay qui performait en première ligue. Enfin, ça fait des années qu'il est en première ligue. Il arrive à l'OM. On a Eli Wahi également pour 25 millions. Rouli qui remplace Paolo Lopez pour 4 millions d'euros. Rouli qui connaît très bien aussi la Ligue 1. Højbjerg, arrivé à avoir Højbjerg, quand on ne joue pas la LDC, il faut le rappeler. L'OM ne joue pas de Coupe d'Europe cette saison. Et pourtant arrive à s'acheter des joueurs pareils. Et puis évidemment, sans oublier Mason Greenwood, qui est l'attraction de cet été, on peut le dire, avec un début de saison stratosphérique, et qui a été recruté pour, j'ai envie de dire, seulement 26 millions au vu de ses capacités athlétiques. En tout cas, c'est un gros mercato, et au niveau des départs, on a 16 départs et donc 80 millions de vendus. Donc on est à plus 3 en termes de chiffre d'affaires. Donc c'est quand même... Enfin, moins 3, pardon, en termes de chiffre d'affaires. Donc c'est quand même extraordinaire. Rapide tour de table, selon vous, l'OM a-t-il fait un mercato digne d'un champion de France? Louis, je te laisse commencer. Pour moi, oui, parce qu'il s'attire des internationaux. On l'a vu avec Rabiot, on l'a vu avec Greenwood, même si il ne va plus être sélectionné, en tout cas, il a le niveau. Oui. On a aussi des Ismaël Koné, même si ce sont sur des équipes, des sélections mineures, on va dire. En tout cas, ils ont réussi à attirer des joueurs intéressants. Le pouvoir de séduction de l'OM, même de M. Benassia, Longoria, c'est quand même très intéressant, et ça a montré que l'OM reste toujours un grand club. Et aussi, vu leur balance économique, ils ont vraiment impressionné, et en restant à moins 3, tu l'as dit. C'est ça, moins 3 millions. Ils ont réussi à renouveler leur effectif et à avoir un effectif de Ligue des Champions. Il y a certaines équipes qui jouent l'Europe qui, je pense, rêveraient d'avoir leur effectif. Donc pour moi, typiquement, quand on regarde Brest qui joue la Ligue des Champions, c'est pas le même. C'est différent. C'est peut-être pas le même budget, pas la même région, pas la même région, etc. Pas le même cadre. Excusez-moi, on parle quand même d'un club qui joue la Ligue des Champions, comparé à un club qui ne la joue pas. Alors peut-être que c'est le poids de l'histoire, etc. Mais quand on regarde la différence d'effectifs, c'est quand même extraordinaire. On se dit, mais comment ils ont fait pour recruter de tels joueurs pour une saison blanche, en fait, pour une saison où ils vont jouer leur place en Coupe d'Europe pour l'année d'après. Donc c'est quand même un pari risqué, sachant que c'est des petits contrats aussi. On parle de prêt pour Højbjerg et pour Neil Maupay. Rabiot, c'est pour 2 ans seulement. On mise pas vraiment sur la durée, par contre, au niveau de ça. Axel, pour toi, c'est quand même un mercato digne d'un champion de France? Ah oui, clairement. On n'a pas parlé aussi du secteur un petit peu défensif, mais Brassier, moi je le trouvais très très bon avec Brest. Et il est arrivé ici avec les intentions carrément d'aller en Ligue des Champions, même s'il l'a joué déjà avec Brest. Je pense que c'est le bon choix peut-être pour lui, parce que Brest, vu leur effectif un petit peu réduit, ça va être compliqué. Ouais, c'est 1 an et après terminé, quoi. Voilà, c'est ça. C'est un one shot. Ça a eu l'année dernière. Oui. C'est un bonus pour Brest. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et après, voilà, le reste, quand on parle de Rabiot, tu l'as dit, c'est un international français. Il était quand même... je pense que c'était un bon joueur à l'Euro, même s'il y a des matchs un petit peu controversés. Mais il a joué l'Euro déjà. Oui. Un joueur qui joue l'Euro dans une équipe qui joue même pas la Ligue des Champions, c'est quand même très intéressant. C'est fort. Mason Greenwood qui met plein de buts, Anderson qui commence à mettre des buts aussi. Je crois qu'il en a mis plus que la saison dernière en 2 matchs, ou quelque chose comme ça. Donc, Enrique, pardon. Oui, Enrique, je dis Anderson. Je trouve ça un autre joueur. Non, mais donc c'est quand même impressionnant. Pour l'instant, moi, le seul petit point rouge que je mettrais, c'est peut-être Eli Wahi, qui était déjà pour moi pas très très bon à Lens, qui là continue avec son manque de finition. Je pense que ça va venir aussi. Je pense que c'était la pression des débuts de match avec Marseille, les supporters, la pression. 21 ans. Voilà, ça va venir. Mais pour l'instant, je pense que c'est un petit peu la seule déception pour Marseille. Mais en tout cas, le mercato est plus que réussi. Ils peuvent aller chercher
les Parisiens. Avant de te poser la question, Valentin, je veux juste qu'on fasse une petite parenthèse quand même sur Adrien Rabiot, qui est le joueur dont on a le plus parlé en France ces derniers jours, avec cette signature, on peut dire inattendue, même s'il y avait eu des rumeurs cet été, comme quoi l'OM voulait le recruter. Je me rappelle qu'il y avait déjà des rumeurs début août, on savait que l'OM était dessus, mais ça avait un petit peu disparu. Et on se réveille un matin, on voit marquer la rumeur Adrien Rabiot tout proche de signer de l'OM. Et le soir même, on le voit à l'aéroport de l'OM avec l'écharpe en train de dire « Allez l'OM », etc. et qui ne saute pas, n'est pas Marseille, etc. Enfin bref, on se dit que c'est complètement à la fois... Enfin, c'est lunaire. C'est lunaire de se dire qu'un Titi parisien qui était adoré par le public du PSG arrive à l'OM, tout sourire, etc. Comme si de rien n'était, comme s'il venait enfin, qu'il n'était jamais allé au PSG. Et toi, Val... Comment tu l'as vécu cette nouvelle ? C'est fou parce que Maman Rabiot demandait 8 millions annuels et un club qui joue avec des champions. Et maintenant, il se retrouve sur la canebière avec des attentes salariales élevées pour un club de Ligue 1, mais moindres. Ouais. Mais moindres, sans disputer avec des champions, moins de primes. Oui. Il y a tout ça qui rentre en jeu un petit peu. Après, je vais pas vous l'expliquer. Mais Val, on a l'impression que c'est le choix du cœur, en fait. J'ai commencé à voir des trucs sur les réseaux sociaux. En fait, oui, il a jamais voulu être au club de formation à Paris. Il a jamais vraiment été très attaché à Capitale. Il a toujours été pour Marseille. Je commençais à voir des trucs En tout cas, pour avoir discuté avec des supporters marseillais et un de nos confrères qui tient une chaîne de fans de l'OM, qui lui était très content. Enfin, honnêtement, il est très content. Ils le sont tous. Hein. Ils le sont tous. On l'a vu, l'accueil est fou. Ah, l'accueil, oui. Moins excitant qu'un club turc ou grec à l'arrivée d'un grand joueur. Un Parisien qui vient à Marseille, excuse-moi, je pense qu'il n'y a aucun Parisien. Un mec titulaire en équipe de France, en Coupe du Monde et tout ça. C'est un mec. Après, s'il n'a pas été pris ailleurs, c'est qu'il y avait des raisons. S'il a été refusé par la Juve. Exactement. Oui. Si Mota n'en voulait plus, bien qu'il soit ami, c'est que malheureusement, il faisait pas partie du plan de jeu. C'est qu'il y avait Peut-être Maman Rabiot a fait. Véronique, exactement. Moi, ce qui m'interroge, c'est qu'on a reproché à Madame Rabiot de vouloir s'immiscer dans la tactique des clubs. Oui. Et là, j'ai pas l'impression qu'il y ait cette rumeur qui est ressortie. Alors, non. Est-ce que Benassia a vraiment été convaincant ? Même Longoria a dit bon, cet aspect tactique, on va laisser Monsieur De Zerbi s'en charger. Je sais pas. Mais après, oui, déjà, il y a le choix de Zerbi qui est quand même un coach. C'est vrai d'ailleurs qu'on n'a pas parlé de ça. On n'a pas parlé de ça, mais c'est quand même partie du mercato. Un très bon recrutement. Hein. Et puis le recrutement est fait pour le style de jeu de Zerbi. C'est ça qui en fait que c'est un très bon mercato. Après, comme on disait, enfin, j'allais dire, mais. C'est peut-être un choix de vie aussi. Je sais pas, moi, Adrien Rabiot, il était à Turin. Peut-être que ça se passait mal. Il arrive en France, il revient en France. Donc déjà, c'est un choix de vie important pour un footballeur international français. Il revient en France dans un endroit qui, c'est pas le pire de France, quoi, j'ai envie de dire. Il fait bon vivre. Il fait bon vivre. Surtout pour un joueur marseillais. Surtout pour un joueur marseillais, évidemment. Et on a en plus envie de dire que c'est un choix de vie. Et c'est en même temps, on a l'impression, comme je t'ai dit, Val, que c'est un choix du cœur. Et c'est ça que je trouve lunaire, parce qu'on parle d'un Titi parisien quand même, qui a performé au PSG, qui était adoré par le public parisien. Sauf à la fin. Mais par contre, c'est sûr que c'est vrai qu'il aura tout fait, quoi. Mais j'ai envie de dire que c'est bon, pour en revenir au mercato. Moi, je vais appeler ça un recrutement football manager. D'accord. Parce que honnêtement, c'est inespéré. Quand on voit je sais pas si on voit le parallèle avec la saison dernière. Eh oui. Menace. Regroupement, rassemblement. Alors qu'il y avait un gros groupe. Fin de saison en chute libre. Et là, on en est là. Benassia qui a une communication plus que moyenne envers Klose. Klose qui est poussé par la sortie. D'ailleurs, les Marseillais en sont très contents. Parce que 5 millions. Contre Nice, son mauvais match a bien aidé les Marseillais. Et les Marseillais en étaient bien contents. Et là, tu viens recruter Højbjerg, Greenwood, Rabiot, De Zerbi. Tu te débarrasses de Verretou aussi. Ah, c'est fou. Dans un club rival. Génial. On va pas trop en parler, mais tu te débarrasses de Verretou. On prend les poubelles. Et Aubameyang qui part aussi pour 9 millions d'euros. Ndiaye pour 18 millions. Alors là où je vais te rejoindre, je vais donner un petit peu mon avis là-dessus, mais là où je vais te rejoindre, Val, c'est que, en fait, oui, c'est peut-être un mercato pour être champion de France, mais Marseille, depuis des années, c'est on achète un joueur, waouh, ça va être la future star, le futur grand attaquant, etc. Un an après, le grand attaquant, un an après, il est plus là. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est ça avec tous les joueurs. Klose, il arrive pour la durée.
il est déjà parti à Nice, Sanchez, dans un club rival. Sanchez, pareil. Aubameyang, Vitinha, Vitinha, il fait même pas un an. On peut faire tous les neufs. Non mais j'ai envie de dire, on sait même plus si c'est vraiment un mercato pour être champion de France, parce que chaque année on a toujours la même. C'est un cercle infini. Enfin, j'ai l'impression de voir ça chaque année. On est hypé au début et à la fin, tout le monde s'en va et Marseille finit top 5, même pas comme l'année dernière, même pas champion d'Europe. Mais Marseille est agréable à voir jouer là en ce début de saison. Après, le problème c'est qu'on est qu'au début de saison. Et la machine n'est pas encore lancée pour certains clubs. Par exemple, le Paris Saint-Germain, on sait que le calendrier n'est pas alourdi, voilà. Le rythme n'est pas pris. Après, l'avantage, j'ai envie de vous dire, vous allez me dire si c'est bon ou pas, mais ils n'ont pas de Coupe d'Europe à jouer. Non. Ils ont ça en moins dans le calendrier. Ouais, c'est un avantage ou pas, parce que quand tu te dis t'as une Coupe d'Europe à jouer, ça te force à bien jouer pour pouvoir être titulaire en Coupe d'Europe, pouvoir jouer les Coupes européennes. Ça fatigue, mais en même temps ça motive. Donc je sais pas si ça fatigue pour la fin de saison surtout. Oui, pour la fin de saison. On sait que ça a pêché l'année dernière. C'est vrai. Après, s'ils font une bonne première, déjà, c'est déjà pas mal quand même pour eux. Ça va leur donner un avantage. Mathis, en régie, on donne un petit avis là-dessus. Est-ce que pour toi, c'est un mercato digne d'un champion de France ? Allez, merci Mathis. Alors, on va passer maintenant à l'OL. L'OL qui, pour le coup, fait un mercato. C'est un petit peu le parallèle là. Enfin, non, c'est pas du tout le parallèle, c'est vraiment l'opposé, le total opposé entre l'OM et l'OL, les deux Olympiques qui n'ont pas fait du tout le même mercato. 147 millions de dépenses pour l'OL en termes d'arrivées. Pour 13 arrivées, hein. C'est similaire à l'OM, 13 arrivées chacun, avec presque 30, non, un peu plus, 60-70 millions de moins. Donc c'est assez surprenant, et on a en arrivée du Miko Tadze notamment pour 18,5 millions, du Niakate pour 32 millions d'euros, qui pour l'instant, on va en parler, mais ne satisfait pas les Lyonnais. Abner pour 8 millions d'euros, Tessman 6 millions, Verretou, on en a parlé, 4 millions d'euros. Et surtout toutes les options d'achat levées de l'année dernière. Toutes les options d'achat levées, ce qui fait que ça monte à un niveau assez élevé. Et puis aussi les départs, on parle notamment d'un prêt d'Adrielson, le départ de Mama Baldé, de Diomandé, de Le Penant aussi, et de Jacob Ryan surtout, qui avait fait une très grosse saison, qui était l'un des acteurs majeurs de la remontada et qui est parti pour 19,5 millions. Donc grosse vente pour l'OL, heureusement. Plus 15 millions. Louis, j'ai envie de te dire, est-ce qu'il est complètement raté ce mercato, parce qu'il y a quand même eu des indésirables, ils ne sont pas partis. On a eu un loft comme Marseille, mais nous, c'était un loft très confortable, parce que Lovren est parti qu'il y a quelques jours, par exemple. Donc, non, mais pour moi, il est complètement raté, parce que même si on fait une bonne prise Miko Tadze, enfant du club, etc., il y a un surnombre en attaque, déjà. T'as Orban, Lacazette qui sont là, t'es obligé de composer avec 3 attaquants de pointe. Tactiquement, c'est compliqué, et en plus, Lacazette qui est indéboulonnable. Et t'as Orban qui fait un super début de saison. Donc déjà, il y a un couac là-dessus. Ensuite, les transferts, les copinages de John Textor, je commence à en avoir un peu plus que marre. Le cas Mangala, je crois que c'est le meilleur cas au monde. Ah oui. Tu le prends à Nottingham, ça allège ton copain grec de 25 millions, on va dire. Et puis il n'est pas très bon, donc je vais le refourguer à Everton, le club que je vais bientôt acheter. C'est juste une blague en fait. C'est en train de tuer le football. C'est en train de tuer le football, c'est en train de tuer Lyon. Et puis la rouche à Botafogo. Ça encore, ça va. S'il y avait eu un échange financier, là, ça aurait été vraiment honteux, si je puis dire. Et aussi, tu as parlé de Jacob Ryan, mais je trouve que 19 millions, c'est un peu mal vendu. Franchement, il a fait... Des 30. Après, c'était 30 le prix. Faut pas oublier qu'il arrivait pour 3-4 millions. Il sort d'une plus-value est forte. On a fait une bonne plus-value là-dessus, mais on visait de base 30 millions. Hein, et là, on se retrouve avec 19 500 000. La chute est folle, et on est obligé de vendre Mamadou Sarr, l'un de nos meilleurs prospects, pour 10 millions à Strasbourg. C'est en fait, c'est un effet papillon, et au final, on se retrouve avec un mercato raté où on ne comprend pas la direction lyonnaise. Axel, t'es du même avis que Louis ? Franchement, plus on en a parlé, plus je me disais complètement raté, peut-être pas quand même, mais en fait si, complètement raté. Honnêtement, comme tu l'as dit, en fait, je vais un peu revenir sur ce qu'il a dit, mais Miko Tadze, au vu de son début de saison, il peut pas clamer une place de titulaire déjà. Après, attendons. Non, mais bien sûr, mais quand même. Dans le club de ses rêves. Quand même, tu rates un penalty, tu rates des occasions qui sont très franches. Tu fais sort d'un euro 5, quand même. 6, 7 tirs non cadrés dans un match, c'est quand même bien compliqué. Mais oui, après, on peut doser ça, et puis on mixe ça aussi avec les débuts de saison de l'OL catastrophiques comme chaque année. Oui. Donc on va se détendre un peu. Mais voilà, Niakate qui fait une énorme boulette pour le premier match, qui nous fait
quasiment perdre le match contre Rennes. Et puis c'est plein d'exemples comme ça. Le milieu de terrain, c'est pas mal. J'ai envie de dire, c'est pas si pire. Le seul problème, c'est que Tessman, on le prend comme une espèce de sauveur, c'est littéralement ce qui était dit, sauf qu'il vient de série B et on ne sait pas vraiment ce qu'il a donné. Donc déjà, ça part mal. Donc voilà, c'est plein de problèmes comme ça. On vend pas Nuama, on vend pas Cacré. Donc non, c'est désespérant. Val complètement raté aussi. Ah ben moi on en avait parlé même en off, mais après pour le cas Tessman d'ailleurs, Louis a fait une très belle analyse bien poussée et tout, donc ça m'a aidé un petit peu à comprendre un peu mieux le profil du joueur, que je comprends toujours pas, qui ne rentre toujours pas dans les plans, je comprends pas. On va recruter des gens et surtout on doit vendre, on a 100 millions qui sont réclamés. Encore une fois. Cette histoire de copinage, je suis totalement d'accord. Il est américain, peut-être Textor le connaissait, etc. Il a voulu faire rentrer à l'OL. Mais là, les sanctions, moi j'ai peur des sanctions, honnêtement, parce que c'est pas le moment d'en avoir. Le début de saison n'est pas flamboyant. Après, à méduser quand même, parce qu'on met longtemps à se lancer à chaque fois. Mais le problème, c'est moi, c'est Niakhaté, je comprends pas la prise. En fait, le joueur est intéressant, surtout qu'il était libre il y a pas si longtemps que ça, enfin il y a quelques années de ça. Il avait une bonne cote. Là, il est en perdition totale à Nottingham. Il sort pas d'une grosse saison. Nottingham, avec son recrutement XXL, n'avait pas confirmé. Là, tu viens de prendre 35 millions pour remplacer O'Brien que tu as vendu 20. C'est pas du tout. Enfin, quand tu viens de lever toutes les options d'achat, allez, Benrahma, Nuama, Mangala, enfin qui part aussitôt d'ailleurs. Enfin, il y a un moment où il faut avoir une gestion financière saine, que l'OL n'a pas du tout. On était là à manquer de respect à Cacré et à Cherki, qui ont été des soldats formidables, quand on critiquait Barcola, Lukeba et Gusto d'avoir quitté le navire en pleine perdition, Cacré et Cherki sont restés. Et là, on était là, les foutre de Cherki, on l'a foutu dans un loft. Cacré, on était bon, allez, si on peut en tirer 15 millions, c'est bénef. Pour moi, c'était ridicule de se comporter comme ça sur une fin de saison, surtout en allant. Après, tu vas te battre pour 5 millions sur Tessman, donc. De toute façon, les finances là on en a suffisamment dit. Là, clairement, l'OL est un petit peu malade en termes de finances, parce que quand on voit le nombre de joueurs qu'il fallait vendre cet été et le nombre de joueurs qui est parti, eh ben on voit que ça correspond pas du tout aux attentes. Enfin, je veux dire, il fallait vendre un certain nombre, et un certain nombre avec une grosse valeur, j'ai envie de dire. Là, quand on voit valeur qu'on n'avait pas, des Baldé qui part pour 5 000 euros, excusez-moi. 5 millions. 5 millions, pardon. Nuama, on est là toute l'année à se dire, c'est un diamant, il faut le polir, Nuama, il va mettre du temps, ça va être un joueur star. On est là à vouloir le faire partir à la première occasion, alors que c'est un mec qui acclame. Oui. Non mais puis même sans ça, là ça nous met dans une situation où on est obligé, concrètement il n'y a pas d'autre choix, à se faire un bon résultat en Ligue 1, un bon résultat en Champions League, en Ligue Europa, pardon, ça aurait été bien. Et encore. Puis en plus de ça, cet hiver on va être obligé de vendre, c'est sûr. Il va avoir des départs, donc qui va partir, sachant que Cacré, Cherki, Nuama étaient sur la balance. Et le problème, c'est qu'il faut plus d'arrivée là. Non, alors là, s'il y a une arrivée, c'est juste pas possible. La masse salariale. C'est bien d'avoir vendu Lovren pour la masse salariale, parce qu'il faisait partie. Il avait un gros salaire, mais quand même, là, il y a des joueurs comme Lacazette par exemple qui ont des salaires astronomiques. On se dit que là, ça va encore. Lopez aussi. Lopez, il est pas parti non plus. Une doublure, c'est fou. Mais bon, non, une troublure carrément. C'est pas une doublure. Mais le départ de David Friot est une belle conclusion à ce mercato en tout cas. Oui, vous trouvez ça surprenant d'ailleurs, David Friot qui est surprenant parce qu'on n'en parlait pas, mais oui, c'est arrivé d'un coup. En soi, c'était logique. Mais comme a dit Louis, ça fait du bien. Bon, on va faire un petit pronostic avant de basculer sur la dernière partie. Là, l'OL a très mal commencé son championnat de France. Avec seulement une victoire, deux nuls et une défaite. Et la victoire, faut la chercher. Et la victoire, faut la chercher face à Strasbourg. Effectivement, c'était c'est dommage parce victoire. Que contre Lens, quand même, ils étaient pas loin. Ouais, contre Lens, ils étaient pas loin, effectivement. Concrètement, vous voyez l'OL finir où dans ce championnat de France cette année, Val? C'est encore trop tôt pour le dire parce qu'on peut faire un mauvais début de saison, comme Marseille et Paris peuvent faire un très bon début de saison. Attends, je vais rebondir juste avant. Je crois que c'est Textor ou Pierre Sage qui ont visé comme objectif d'être champion de France. Non, c'est Textor. C'est Textor, pardon. Textor qui vise l'objectif d'être champion de France cette année. Par rapport à ça, qu'est-ce que tu as envie de dire? Techniquement, l'année dernière, il disait qu'on allait être européen alors qu'on était relégable. C'est passé. Ouais.
Cet homme a des ambitions. Mbappé a quitté Paris, Lyon peut être champion de France totalement. C'est vrai? Non, c'est j'ai vraiment cru. Mais tout est possible après dans le football. Ah ouais, c'est exactement ça. C'est que le début de C'est saison. exactement Il y a des champions de France qui ont très mal commencé leur saison et qui ont terminé devant. Après, on le saura peut-être beaucoup moins dans plusieurs semaines. Mais Ouais. moi, c'est surtout le calendrier d'Europa League où j'ai vu beaucoup de fans de Lyon se réjouir de ne pas avoir de grosses équipes. C'est des équipes très tendues quand même. Honnêtement, Ouais, le Lyon n'est pas non plus favori du groupe. Hein. Et ça va surtout nous alourdir ce calendrier, la profondeur d'effectifs qu'on a. Bref. Ouais, mais après, c'est des matchs chauds, hein, j'ai envie de te dire, en Ligue Europa, Beşiktaş, Olympiakos. Des déplacements Francfort. épuisants. Et même, je veux dire, c'est quand même des matchs où à chaque fois, je pense qu'il va y avoir du rouge, il va y avoir Bien du sûr. jaune. Olympiakos qui vient de remporter une Coupe d'Europe. Ouais, vient de remporter en plus. Francfort qui en a remporté une il n'y a pas longtemps. Exactement. Ah, mais Donc, c'est- c'est des équipes qui sont en forme. Axel, toi, au niveau de ça, tu vois Lyon aller jusqu'où cette année? C'est difficile à dire, hein. Le début de saison vient de commencer. On a des belles échéances là quand même avec Marseille qui va arriver dimanche prochain. Les premiers matchs demain d'ailleurs, qui Ouais. commencent demain. La semaine prochaine. La semaine prochaine, Olympiakos. ouais c'est ça. Donc on verra un peu à ce moment-là, mais honnêtement, le début de saison un peu compliqué, mais c'est pas non plus alarmant. On a quand même fait une victoire comparée à l'année dernière. Donc honnêtement, je pense qu'on peut être européen, mais pas en Champions League. Ok, Donc tu vises six, 4-5. 5, 6, 7. Ouais, ok, ça marche. Louis? Tout dépend de notre parcours en Europe. Je pense que ça va être vraiment un facteur déterminant. Et moi, je nous vois arriver dans le top 8 et arriver quart de finale en Europa League. Ok, quart de finale en Europa ça serait League, quand même ce pas serait mal, hein. beau quand même pour Ce cette saison. serait beau, mais du coup, c'est-à-dire que ça pas tiré. Enfin, le bilan en Ligue 1 serait moins bon du coup. Le bilan des 15 serait moment, ok. Et Mathis, en régie, il en pense quoi de ce mercato? Est-ce qu'il est complètement raté pour l'OL? Pas complètement raté. Merci Mathis, merci à la régie. On va passer à cette dernière partie sur la Ligue 1 avec forcément un départ dans ce mercato qu'on ne pouvait pas ne pas l'évoquer en fait. C'est Kylian Mbappé qui est parti libre, certes, mais dans l'un des plus grands clubs du monde, si ce n'est Le plus grand, club du monde. je peux le dire. Le Real Madrid et ses 15 Ligues des Champions. Kylian Mbappé qui est parti donc du Paris Saint-Germain cet été pour rejoindre donc la capitale espagnole. Ça fait quand même un vide dans ce championnat de France. Vous allez me dire si pour vous la Ligue 1 a encore la même saveur cette saison malgré le départ de Kylian Mbappé, parce qu'on peut le dire aujourd'hui, il n'y a plus de superstars en Ligue 1. Comme on a pu avoir à l'époque, on a quand même eu une année où on a eu 3 superstars qui étaient Neymar, Mbappé, Messi dans la même saison Ligue 1. Pas si loin. Alors, forcément, c'était pas une saison non plus exceptionnelle parce que les 3 ne s'entendaient pas forcément. Mais on a eu ça quand même dans notre championnat de France. Et aujourd'hui, on passe à un championnat de France où il n'y a plus de superstars. Ou peut-être aujourd'hui, la star, c'est Barcola, qui, il y a 1 an et demi, 2 ans, était un petit peu inconnu du grand public. Donc c'est assez fou de se dire ça. Juste pour vous donner quelques stats, mais voilà, Kylian Mbappé, c'est 5 fois le meilleur joueur de Ligue 1. C'est 7 titres de champion de France, dont 1 avec Monaco, 191 buts et 65 passes décisives. Bref, il a marqué de son empreinte la Ligue 1. Louis, pour toi, est-ce qu'elle a encore la même saveur malgré tout, cette Ligue 1? Au début, je voulais dire oui, mais au final, je vais dire non. Elle a une meilleure saveur. Mais une meilleure saveur parce que, pas que je suis contre Kylian Mbappé, mais je pense que le fait qu'il parte, ça va libérer d'autres joueurs, Forcément. ça va faire éclore d'autres joueurs. Barcola en est le meilleur exemple, et du coup on va être obligé de s'intéresser à d'autres joueurs. Les médias vont peut-être donner la parole à d'autres coachs, d'autres joueurs. Le PSG ne sera plus le centre d'intérêt. Et puis les coachs des autres clubs n'auront plus à répondre à cette question sur Kylian Mbappé à chaque c'est ça, conférence de presse. c'est exactement. Ouais. Et au final, en fait, on va. Et puis même, la Ligue 1 commence à petit se renouveler. On a beaucoup de jeunes talents qui arrivent, même s'il y a encore quelques équipes qui ont du mal. Je pense aux équipes du bas de tableau. On sent qu'il y a quand même un écart. Mais par exemple, Saint-Etienne, qui vient d'arriver en Ligue 1 et qui bat Lille et qui prend Lucas Tassin pour 10 millions, je trouve que c'est un pari, c'est un jeune, mais c'est une belle image de la Ligue 1 que je veux voir. C'est un pari de jeunesse, c'est quelqu'un qui a du potentiel. Et moi, je veux que chaque club essaye des petits coups comme ça. On a 4 clubs en Champions League, 2 en Europa. Peut-être 5 d'ailleurs l'année prochaine, si tout se passe bien cette année. Si tout se passe bien. Donc non, moi je suis très content. On a des clubs qui arrivent à bien se développer. On a une meilleure homogénéité en haut du tableau. Et je vois beaucoup de signes de positifs en tout cas. Mais Axel,
on est d'accord qu'il y a quand même un petit vide, un grand vide quand même dans cette Ligue 1 où on rappelle qu'on a connu quand même des superstars pendant des années. On se rappelle de Zlatan, de même Cavani, etc. Enfin, on parle quand même de cette Ligue 1 qui nous a fait frissonner avec du Memphis Depay également à Lyon. Et là, on se retrouve aujourd'hui. Je vous ai peut-être rappelé des bonnes choses, mais aujourd'hui, on n'a plus de joueurs frissons comme cela, j'ai envie de dire. Franchement, moi je vais dire non. Je vais dire non parce que je rejoins un peu l'idée de Louis, même si évidemment il n'y a plus de grandes stars. Donc, alors ça, c'est purement pas footballistiquement parlant, mais des droits TV. Droit TV, par contre, ça, c'est un peu moins bien et même le niveau et ainsi de suite. Pour la marque Ligue 1 à l'étranger, ça voilà, bien sûr, mais après, ça, c'est vraiment pas football. Football, franchement, je suis très content parce que le Paris que je vois cette année, déjà, j'aime bien regarder Paris jouer maintenant. Le Paris que je vois cette année, c'est vraiment intéressant. Sans Mbappé, ça joue au ballon, ça fait tourner. Il y a des joueurs qui peuvent s'exprimer beaucoup plus qu'avant. Et puis, même sans ça, il y a quand même des très bons joueurs à en devenir. On a beau parler, on a beau dire qu'ils sont jeunes ou quoi, Barcola, Neves, Greenwood, quand même des très bons joueurs. Même à Monaco, on a, je pense, des petites pépites qui vont éclore bientôt. Il y a Balogun et Mbolo en attaque, c'est pas rien quand même, c'est des bons joueurs. C'est pas des superstars évidemment, mais ça, pour moi, la Ligue 1, elle a la même saveur parce que maintenant, ça joue au ballon, quoi. Toutes les équipes jouent au ballon, toutes les équipes vont pouvoir jouer le titre de champion de France, ce qui n'était pas forcément le cas avec Mbappé. Comme disait Louis, il y a quand même un écart entre les il y a un écart. Pour moi, Monaco, Marseille, Paris peuvent jouer le jeu égal toute la saison presque. C'est mon avis, mais après, pour l'instant, de ce que j'ai vu depuis le début de la saison, c'est trois belles équipes. Si je peux juste ajouter quelque chose, sur nos 3 joueurs du début qu'on a bien aimé au Mercato, que des jeunes. C'est moins que de 21 des jeunes, ans. C'est ça, exactement. Et Valentin, en plus de Kylian, cet été, on a eu quand même les départs majeurs du coup de Ben Yedder. Bon, là, c'est pour d'autres raisons. Voilà, Youssouf Fofana aussi, Lenny Yoro, qui faisait partie des plus grands espoirs de cette Ligue 1. On a réussi à conserver Désiré Doué dans notre Ligue 1. Heureusement, qu'il y a Désiré Doué qui est un des plus grands espoirs qui est resté. On a perdu également Kefren Turam, Todibo, Aubameyang, comme j'ai dit tout à l'heure, Martin Terrier également, qui fait un bon début de saison de l'autre côté, Enzo Lefebvre aussi, qui est un prodige qui est parti, Bourigeaud, bon, lui, un choix de carrière assez critiquable, j'ai envie de dire, c'est assez douteux, il est parti en Arabie. Et puis voilà, ça fait quand même beaucoup de joueurs phares du championnat en moins. Pour toi, elle a plus la même saveur, cette Ligue 1 ? Pour moi, elle a plus la même saveur, mais c'est nuancé. Parce que, quand même, comme tu l'as dit tout à l'heure, on perd en star. Eh oui. On perd en star, on perd en... Je suis désolé, mais on regardait... moi, je regardais Paris, pas par passion, parce que je reste quand même supporter lyonnais, mais finalement, tu finis toujours par regarder Paris. Oui. Qu'est-ce qu'a fait Paris ? Mbappé, s'il a fait ci, s'il a fait ça. Cette année, il y a moins de hype en vrai. Finalement, chaque année, tu te disais, Paris, on va voir ce qu'ils font avec des champions. Peu importe le match qu'il y avait, tu regardais Paris en LDC. Et là, peut-être que cette année, le fait qu'il y ait moins de stars, on va peut-être se dire, écoute, il y a des matchs plus intéressants. Moi, tout bêtement, honnêtement, je suis pas le plus grand supporter de Mbappé qui existe, même si honnêtement, je comprends pas vraiment tout ce qu'il prend sur la gueule tout le temps. Mais tu vois, je me mets à regarder ce qu'il fait au Real, tu vois. Le match d'hier, il ramène du monde. J'aime bien voir, tu vois. Et d'ailleurs, on l'a vu au Canal, je sais pas si t'as regardé l'après Canal Football Club, mais quand tu vas en zone mixte après interviewer Courtois qui fait un match de fou. Et tu lui poses une question et c'est sur l'antenne d'Mbappé au Real, tu vois, tu te dis, mais parle. Et Samir l'a très bien rappelé dans le CFC juste après. Mais bon, ça, c'est petite parenthèse Mbappé. La Ligue 1 n'a plus la même saveur parce qu'il n'y a plus de stars. Mais par contre, il y a quelque chose qui est redistribué et que j'aimerais bien, moi, qui me fait plaisir, c'est le titre de meilleur joueur en fait. Qui va être le meilleur joueur de cette Ligue 1 ? Là, pour l'instant, on est bien parti sur Barcola, mais... On est bien parti, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en début de saison, les Parisiens, ce qu'ils attendaient, moi, c'était Vitinha. Ils étaient amoureux de voir la place qu'allait prendre Vitinha, Warren. Tu vois, maintenant, est-ce qu'ils allaient peut-être... On n'attendait pas du tout Barcola. Et le début de saison de Barcola, mais aussi de son coéquipier à droite, Dembélé. À voir sur la durée. Mais voilà, il y a du Greenwood qui peut peut-être être potentiellement meilleur joueur de Ligue 1. Lacazette également aussi. Et même complètement surpris, tout est redistribué. Un 11 qui n'est peut-être plus composé à 77% d'un championnat, d'un club parisien, tu vois.
Ouais, bah, il avait fait ramener, entre guillemets, tous ses potes. Hein. C'est ça. Il y a une année, Exactement. sa dernière année, il ramène un petit peu Chaque tout le monde. année, on avait un petit discours de grands, je vais utiliser pas les bons mots, mais bon, hein, de grands joueurs de Mbappé, mais oui, à voir. Mais moi, je suis quand même, il y a quand même une petite perte de saveur, on va pas Bah se oui. cacher. Et puis, comme tu le disais tout à l'heure, mais quand même, il ramène du monde, ce Kylian. Tout le monde regarde aujourd'hui, tout le monde a envie de regarder le Real Madrid depuis qu'Mbappé est arrivé. Enfin, en tout cas, en France, j'ai envie de dire, les Français ont envie de regarder les exploits de Kylian. Qu'on regarde dans les médias qui ne sont pas sportifs, je vais pas les citer, mais il y en a plein, mais même eux diffusent des images maintenant du Real Madrid lorsque Kylian joue, lorsque Kylian marque. C'est dire aussi l'aura qu'a ce joueur, l'importance qu'a eu ce joueur également dans notre championnat de France. Donc c'est quelqu'un aussi qui avait une marque, qui avait clairement, qui était une superstar. Mais regarde, maintenant, Paris n'est plus en prime time Voilà. le dimanche soir, ou du moins il l'est beaucoup moins. Ouais. Après, ça reste quand même le champion de France, mais ouais, franchement, excité par cette saison à venir. On va maintenant clôturer cette émission par le jeu traditionnel du Money Time. Et ça va être un jeu aujourd'hui, attention, il va être quand même assez compliqué, spécial Mercato. Vous allez donc c'est une mort subite, hein, on a l'habitude dans le Money Time, vous allez donc me donner les 10 plus grosses ventes de l'histoire de la Ligue 1. J'ai bien dit les ventes et pas les recrues. Donc attention à ça parce que forcément il va y avoir quelques pièges. On va faire une vente chacun. Val, tu vas commencer par le premier nom. Donc en vente, Neymar direction l'Arabie Saoudite. Al Hilal, effectivement, pour 80 millions, c'est la deuxième plus grosse vente de l'histoire de la Ligue 1. Deuxième. Et oui, assez Il y avait surprenant. quand même un petit peu de monde avant. Et non, Axel, à toi. Barcola. 55 millions. Et Barcola n'est pas dans le top 10 des plus grosses ventes de la Ligue 1. Putain, C'était bien tenté, effectivement, avec les 55 millions, je crois que ça doit être ça. Non, il n'est pas dans ce top 10. Axel, tu es éliminé dès le premier tour. Louis, à toi. Bon, je prends pas de risque Mbappé. Mbappé, c'est évidemment. Oui, pour c'est vrai, ça aussi que j'en parlais. Mbappé. Ah putain, j'ai en mode, mais il est 180 fou. millions d'euros au Paris Saint-Germain. Évidemment, on compte pas les bonus, hein. Mais 180 millions pour le PSG, c'est la plus grosse vente de l'histoire. Val En de Ligue 1 Val, il me faut un nom. 55. Val, il me faut un nom. Ouais, non, mais bien sûr que tu l'attends ce nom. Ouais, la Casette. C'est une victoire de Louis. Ah, putain. Alexandre Lacazette n'est évidemment pas dans ce top 10. Louis, on va dire que pour cette victoire, il va falloir que tu confirmes. Ok. Parce que, évidemment, on va finir le deuxième tour. Il va falloir que tu me donnes un des 10 noms qui se trouve dans les plus grosses ventes. Thomas Lemar. 63. C'est une victoire confirmée. pour Putain, Louis. 63. Bravo Louis qui remporte ce jeu facilement, j'ai envie de dire, avec Thomas Lemar, 7ème position, avec 72 millions d'euros à l'Atlético Madrid. Ouais. Voilà, c'est la fin de cette émission. Bravo Louis d'avoir remporté ce jeu haut la main. Merci à tous pour avoir pu débattre autour de ce mercato estival de Ligue 1. On se retrouve dans une semaine. N'oubliez pas, l'UFC Paris approche, donc il y aura une émission spéciale UFC Paris, spéciale MMA. Donc dans une semaine, notez bien, ce sera sur la même chaîne du Money Time. D'ici là, portez-vous bien et passez une belle journée ou une bonne soirée.